Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de questions à débattre un acteur clé de la réforme administrative au Sénégal, un philosophe, inspecteur du Trésor de profession. Il est désormais ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur public. Avec lui, nous allons parler de modernisation de l'État, de gestion des ressources humaines et aussi sa vision du service public. Monsieur Olivier Boucal. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur le ministre, beaucoup de Sénégalais ou de la diaspora vous ont découvert à l'avènement du nouveau régime. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora? Oui, vous me soumettez à un exercice très périlleux de se présenter soi-même. Bon, je suis Olivier Boucal, tout naturellement, originaire de la partie sud du Sénégal, plus précisément de la région de Sédhiou et du département de Goudomp. Je suis, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, philosophe de formation. J'ai été également même un enseignant, un professeur de philosophie, avant d'être reçu à l'École nationale d'administration. Pour devenir donc inspecteur du Trésor. Donc je suis comptable public donc de métier et c'est ce que j'ai exercé jusqu'à ma nomination comme ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Alors, Monsieur le ministre, en quoi le gouvernement contribue à l'innovation et à la modernisation de l'administration publique? Il faut peut-être rappeler que la modernisation de l'administration reste un enjeu majeur pour tous les gouvernements. Et donc le Sénégal s'est inscrit sur cette trajectoire depuis en tout cas des années maintenant pour améliorer davantage le service public. Et c'est dans cette perspective que le président de la République, dès sa prise donc en tout cas de fonction, a rappelé en tout cas à toutes les administrations de nous inscrire sur cette même trajectoire en améliorant davantage le service public, mais surtout en rendant donc nos administrations et notre bureaucratie beaucoup plus agiles, en utilisant les outils que nous offre aujourd'hui le numérique. Donc nous avons pensé qu'il va falloir donc réinventer l'administration, trouver des solutions pour que nous puissions en vérité inscrire cette administration-là sur une trajectoire beaucoup plus numérique que matérielle. Et c'est ce qui a expliqué que nous avons lancé un hackathon, parce qu'il faut rappeler que le Govathon est un hackathon, c'est-à-dire un concours où les gens viennent prester pour proposer des solutions innovantes à forte valeur ajoutée dans un domaine spécifique. L'administration n'a pas cette culture-là, mais nous, on l'a organisé pour une première fois au sein donc de l'administration, un concours où les citoyens sénégalais viennent proposer des solutions informatiques adaptées et adaptables à l'administration publique, dans le but donc évidemment donc d'améliorer le quotidien de l'usager et le service public de manière générale. Alors, quelle est l'importance des concertations nationales dans la réforme du service public? Oui, les concertations nationales sont issues d'une grande réflexion également. On a commencé d'abord par penser et réfléchir sur comment et quelles réformes peuvent impacter le quotidien des Sénégalais. Puisque l'administration, de toutes les enquêtes que nous organisons, l'administration reste le lieu le plus décrié, donc en tout cas de tous les services publics. Donc il faut corriger cet état de fait et qu'est-ce qu'il faut faire? Associer le Sénégalais dans cette réforme-là. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut aller vers les Sénégalais, demander et recueillir leur avis. C'est ça qui nous permettra de pouvoir, avec nous, notre réflexion que nous avons déjà abordée au sein donc, du ministère, voir quelles réformes il faudra mettre en œuvre
pour répondre au mieux aux attentes des citoyens sénégalais et de tous les usagers donc, du service public. Les concertations donc, viennent répondre en tout cas à ce souci majeur d'associer les citoyens dans la réflexion que nous menons sur les réformes que nous allons proposer en tout cas aux mêmes citoyens. Alors comment allez-vous y prendre pour améliorer l'efficacité du service public? Oui, il y a plusieurs entrées et c'est ce qui rend un peu délicate cette mission puisque la réforme touche plusieurs domaines à la fois. Ça va de l'accueil jusqu'à l'implémentation des solutions informatiques. Et ce n'est pas seulement comme le pensent souvent des gens que c'est juste une opération de numérisation, mais il y a cet aspect qu'on ne peut pas contourner compte tenu de l'importance des IA, de l'intelligence artificielle sur notre quotidien aujourd'hui. Mais il faut dire que la modernisation va devoir aller depuis l'accueil et l'orientation. La réorganisation de nos services publics, parce qu'il faut les réorganiser, il faut voir les modèles que nous offrons aux Sénégalais, voir comment donc améliorer cela avant donc d'aller vers la digitalisation des procédures. Ce qui fait que c'est un tout global que nous cherchons donc à mettre en œuvre et nous sommes en train de réfléchir sur tout cela. Nous avons déjà entamé l'écriture donc de la stratégie nationale d'accueil et d'orientation qui viendra juguler un fait puisque aussi de toutes les critiques que nous recevons, il y a l'accueil et l'orientation qui est fortement décrié, en tout cas au sein de l'administration, où les gens ne se retrouvent pas quand ils entrent dans une administration quelconque. Il n'y a pas de service d'accueil, on est très mal orienté et on parle mal à l'usager. Ça, je crois que ce sont des critiques qui reviennent chaque jour et nous pensons donc qu'il faut mettre un dispositif qui permette en tout cas, à tout usager qui vient demander un service public qu'il puisse donc être non seulement bien accueilli, bien servi et puis dans un délai beaucoup plus court. Mais aussi, il faut voir aussi l'organisation. C'est pourquoi la charte, la déconcentration va jouer un rôle important puisque ça vient réorganiser les services publics. Il faut dire que parfois le citoyen il est perdu par la multitude donc des services qui interviennent pour un service donné. Et ça demande quand même une certaine réorganisation pour voir comment faire pour que le citoyen ne soit pas perdu par une foultitude donc, de services qu'on lui propose pour un simple papier. Et là, le ministère, en rapport avec le ministère de l'Intérieur, avait déjà travaillé sur un outil qu'on appelle la charte de la déconcentration qui est déjà validé. Il ne reste que donc la mise en œuvre. Et évidemment, donc, le dernier outil qui est presque sur toutes les lèvres, c'est la digitalisation. Voilà. Et qui est quand même un élément très important compte tenu de l'importance de l'outil informatique aujourd'hui dans notre quotidien. Il faut que l'administration accepte sa propre mue et suivre l'évolution du monde. On ne peut pas continuer avec des procédures chronophages qui prennent beaucoup de temps, avec la paperasse qu'on voit tous les jours dans les administrations. Il va falloir dépasser cela en utilisant l'outil numérique. Et c'est ce qui explique donc l'option prise aujourd'hui par l'État du Sénégal en rapport vraiment avec le ministère donc, en charge du numérique qui est en train donc, de dérouler sa feuille de route concernant donc, ce New Deal technologique et qui accompagne tous les ministères dans la digitalisation des procédures. Voilà à peu près tous les éléments mis en œuvre pour améliorer donc, le service public sénégalais. Alors, vous avez parlé de la digitalisation. Alors, quel est l'état de nos services actuellement face à cette nouvelle donne?
Oui, certes, il y a de grands pas qui ont été faits, il faut le reconnaître. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il faut qu'on achève le processus. Et nous sommes en train donc de travailler, en tout cas avec tous nos techniciens, pour que l'administration arrive à digitaliser toutes les procédures. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir notre administration au bout donc des doigts. Parce que c'est cela un peu aussi la modernisation. Je crois que cela a un coût, il faut l'accepter, sinon vous êtes laissé en rade. Donc nous sommes en train de travailler pour améliorer davantage. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, souvent les recrutements dans la fonction publique sont souvent décriés. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour rassurer les éventuels postulants? Oui, nous avons entamé 2 très grandes réformes au niveau de la fonction publique, parmi lesquelles la loi concernant l'accès à la fonction publique. Vous savez, la Constitution du Sénégal a réglé le problème depuis. Parce que dans le préambule, il est bien écrit, mentionné, noir sur blanc, que les citoyens sont d'égale dignité devant la fonction publique. Donc, il n'y a pas de discrimination possible. Maintenant, les pratiques sociétales auxquelles font face, en tout cas, toutes les administrations, c'est des choses qui sont là, presque qui durent et qui perdurent. On a du mal à les dépasser, mais nous avons pensé que nous pouvons les régler par le détour donc de la législation. C'est pourquoi nous avons proposé une loi qui désormais va réglementer le recrutement au Sénégal, de sorte que on ne va plus continuer seulement en dehors donc du concours à procéder par des recrutements sur titre. Désormais, tout sera fait par des tests. Donc, en dehors des grandes écoles que nous avons, pour le personnel intermédiaire, parce que c'est ce recrutement-là qui est décrié, nous allons organiser désormais des tests. Même le chauffeur passera des tests pour obtenir son emploi au niveau de la fonction publique. Donc, ce texte-là est déjà prêt et introduit dans le circuit normatif. Peut-être qu'elle sera bientôt donc prise, et donc de ce point de vue, il y aura ce problème-là, en tout cas, va être dépassé définitivement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, nous avons proposé en tout cas des réformes à ce niveau-là pour que les Sénégalais aient les mêmes chances d'accès à la fonction publique. Ok. Tantôt, vous avez parlé de la formation des agents de l'État. Est-ce que vous comptez parmi les réformes former les agents de l'État? Souvent, ils sont décriés. Oui, la formation continue est une des prérogatives donc, du ministère de la fonction publique. Et à ce niveau, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Sénégal ne s'est jamais doté d'un outil important qu'on appelle la stratégie nationale de la formation continue. Et c'est ça qui permet de dégager les grandes lignes qui encadrent cette formation-là. Ce qui est fait jusqu'ici, c'est que il y a des lignes de crédit qui sont en tout cas mises en place pour la formation. Mais l'agent est libre de choisir lui-même la formation qu'il veut faire. Ce qui fait que souvent, ils font des formations qui ne cadrent même pas avec les besoins de l'État. Chacun fait une formation sans tenir compte du métier qu'il exerce chaque jour. Ce qu'il faut dire, quand vous vous engagez comme agent fonctionnaire, c'est-à-dire agent de l'État, il faut savoir que vous n'êtes pas dans un contrat à l'image de ce qui se fait dans le privé. Ici, vous êtes dans un type de contrat qui est différent. Vous êtes dans une situation statutaire. Vous venez, vous ne négociez pas les contrats. Vous avez trouvé une situation, vous avez décidé vous-même de venir. Et l'État, vous ne posez pas vos conditions. C'est l'État qui pose ses conditions. C'est ce que ça veut dire. Les statuts sont là, on vient, ça ne change pas. Tu viens, tu t'engouffres et tu exerces là. L'État a ses propres
besoins, à ses propres orientations, c'est l'État qui doit définir sa propre politique. Donc l'État doit définir ses propres besoins et doit dire quelle formation a besoin son agent pour exercer au mieux la mission qui lui est confiée. Donc c'est pourquoi on est obligé donc de concocter cet outil-là pour encadrer la formation continue des agents. Et rappeler que dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, l'amélioration ou la transformation du capital humain reste un pan très important qui occupe une place importante donc dans cet agenda-là. Donc ce qui fait que aujourd'hui nous n'avons rien fait que donc nous inscrire dans cette vision tracée par le président de la République en nous mettant à l'amélioration continue et à la capacitation des agents de l'État. D'accord. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour renforcer la motivation et l'engagement des agents de l'État? Oui, la motivation nécessite plusieurs éléments. Parce que la rémunération entre dans le cadre donc, de la motivation des agents, mais aussi le cadre dans lequel travaillent les agents participe également à l'amélioration de leur productivité. Mais il y a également le climat. Donc ce qui fait que dans la motivation, il faut jouer sur le niveau de rémunération. Et l'État du Sénégal a engagé un travail sur la correction du système de rémunération, puisqu'il y a beaucoup de disparités ce qui explique qu'il y a certains agents qui sont mieux lotis que certains et ça crée des frustrations au sein de l'administration. Donc nous sommes en train de travailler à faire en sorte que chaque agent de l'État puisse être rémunéré en tout cas à la hauteur donc de l'effort fourni. Mais il y a également le cadre dans lequel, parce qu'il faut mettre les agents dans un cadre propice qui leur permet d'être beaucoup plus productifs. Et le climat social. Voilà. Le dialogue social reste un élément fondamental et la fonction publique ne compte pas lésigner sur les moyens pour mettre en tout cas tous nos partenaires sociaux dans les conditions de travail. Donc nous travaillons chaque jour avec les syndicalistes pour l'amélioration continue donc, des conditions de travail de tous les agents de l'État. Alors, Monsieur le ministre, quel est actuellement le poids financier de la fonction publique sénégalaise? Oui, ça, on ne pourra jamais vous donner un chiffre exact. On peut donner un chiffre pour ce qui est des agents, bon, je ne vais pas dire agents de l'État, mais je vais dire plutôt les fonctionnaires. Ce qui émarge sur le titre de la fonction publique. Ça s'élève à 1420 milliards. Je crois que c'est énorme, mais ça ne prend même pas en compte, puisqu'il faut noter qu'il y a également en dehors donc des agents fonctionnaires et des agents non fonctionnaires, à côté d'eux, il y a une autre population, une autre catégorie d'agents de l'État qu'on appelle les contractuels et qui n'émargent pas sur le titre 2 donc, de la solde. Ce qui fait que ils ne sont pas pris en charge par le titre 2, par les dépenses de personnel, mais plutôt au niveau du titre 3 ou du titre 4. Donc c'est ce qui explique que, en vérité, même ce chiffre de 1420 milliards est largement dépassé également par la prise en charge de cette catégorie d'agents qui postulent en tout cas à devenir des fonctionnaires et qui ne le sont pas encore et qui sont des agents contractuels. D'accord. Monsieur le ministre, il y a les licenciements dans les secteurs parapublics. Quel est le rôle pour jouer le ministère de la fonction publique pour encadrer ces genres de recrutement?
Oui, oui. Ça, quand même, il faut dire que la fonction publique ne gère que le secteur central. Le secteur parapublic, il est géré par le ministère du Travail. Je sais que nous avons des liens fonctionnels, mais c'est deux ministères différents. Et chacun intervient à son niveau sur les deux versants. Nous gérons que les agents donc, de l'État central. Donc le secteur parapublic, il est géré par mon collègue donc, du ministère du Travail. Il y a énormément de licenciements. Oui, peut-être que lui, il vous donnera une réponse beaucoup plus appropriée, puisque je n'ai pas tous les éléments donc, liés à ce phénomène. J'en entends parler comme tout le monde, mais bon, je pense qu'il y a une réunion, en tout cas beaucoup de réunions ces derniers temps, qui sont en train d'être en tout cas faites au niveau donc, du ministère du Travail pour voir comment régler définitivement cette situation-là. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission Questions à débattre. Nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre Olivier Boucal. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler, vous avez parlé de la réforme. Comment le ministère compte-t-il impliquer les citoyens et autres parties prenantes dans le processus de réforme du service public? Oui, je crois que le Govaton est un exemple patent où nous n'avons pas seulement conçu les outils qui vont servir les usagers du service public. Nous avons demandé aux Sénégalais de venir participer. Et ce sont des citoyens qui ne sont pas encore de l'administration, notamment les étudiants, qui nous ont proposé des solutions pour l'administration. Ce qui montre encore une fois. Et même les concertations nous a encore renvoyés vers les citoyens. Donc vous pouvez comprendre que dans notre démarche de tous les jours, nous continuons à impliquer les Sénégalais dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous pensons que c'est la meilleure méthode et c'est ce que prône d'ailleurs le président de la République. Il nous a toujours dit qu'au maximum, il faut privilégier le dialogue et l'implication des citoyens dans la démarche de tous les jours. Donc nous, dans notre démarche, donc, où je vais dire, de toutes les actions que nous posons chaque jour, nous avons cherché à impliquer le citoyen sénégalais et nous comptons en tout cas pérenniser cela définitivement au niveau de la fonction publique. Alors, vous avez démarré la réforme. Alors, je vous demande juste les principaux défis auxquels vous vous êtes confrontés dans la réforme du service public depuis que vous avez commencé à faire la réforme. Oui, le grand challenge qu'il faut dire, c'est la conduite du changement. Puisqu'il faut noter, hein, ce n'est pas seulement la fonction publique, c'est en tout cas à tous les niveaux donc de cette administration. Tous les ministres ont engagé de grandes réformes. Et ça, c'est comme si le Sénégal était à la croisée des chemins. On vient d'entamer un nouveau cycle et cela va nécessiter en tout cas beaucoup de réformes. Alors, mais qui dit réforme dit nécessairement donc la conduite du changement. Et c'est ça les vrais défis. Comment faire accepter le citoyen des changements qui sont prônés et qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc il y a tout cela, il y a toute une sociologie à étudier et un discours et une communication qu'il faut mener auprès des Sénégalais et de tous les usagers donc, du service public. Mais il faut noter qu'il est clair que les changements que prône l'actuel gouvernement va devoir embarquer en tout cas beaucoup de pans et va intervenir sur tous les domaines. Donc ce qui fait qu'il faudrait que les Sénégalais soient prêts à accueillir vraiment tout cela parce que c'est ça. C'est à quoi nous avons voté. On a voté pour le changement. C'est pourquoi il faut aussi que nous prenions nos dispositions pour aller vers ce changement tant attendu. D'accord. Monsieur le ministre, nous allons parler un peu de l'actualité. On ne peut pas être en face du ministre membre du parti PASTEF sans parler de l'actualité. Alors, il y a la question de la réduction des comptes. Quel mécanisme, selon vous, doit-on
prendre pour éviter cela ne se reproduise plus? Oui, je pense que les textes du Sénégal sont assez bien outillés et nous avons toute la réglementation qu'il faut. En vérité, vous l'aurez noté et vous l'avez entendu vous-même de la bouche de l'ancien président qui dit que moi je mets le coude sur certains dossiers. Ça veut dire que ce n'est pas que le mécanisme n'était pas là. Je pense pour moi, le mécanisme est bien là. Tous les textes qui sanctionnent les malversations sont là. Mais c'est dans l'application que ça pose problème. Alors, il va falloir que nous soyons tous rigoureux dans l'application des textes que nous-mêmes nous nous sommes choisis. On ne peut pas se donner des textes, les voter et ne pas les appliquer. Ou bien les appliquer à la tête du client. Ça pose un problème. Et chaque fois, quand on te confie en tout cas une parcelle de pouvoir ou des deniers publics, il faut accepter donc de rendre compte à la fin. Et je crois que ça doit être un exercice normal. Et c'est ce qui est prôné par le code de transparence. Vous pensez que c'est normal ces arrestations? Ça, ce n'est même plus une question de normalité. C'est ce qui doit être fait. Parce que quand vous prenez ce qui ne vous appartient ou ce qui appartient à tout le monde, vous en faites. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde. Le bien public reste le bien public et non un bien personnel. Si vous en prenez, il faut assumer les conséquences. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez un message à lancer comme c'est une chaîne panafricaine à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora? Oui, dire à tous les Africains particulièrement qu'ils comprennent que tout est possible. Nous avons la possibilité de développer nos États. L'Afrique doit comprendre aujourd'hui que nous sommes l'avenir du monde. Il y a encore beaucoup de potentialités en Afrique qui ne sont pas encore développées. Et ça va demander l'engagement de tout un chacun. S'il y a des gens qui sont à la traîne, évidemment, ils vont retarder le pays. Mais si tout le monde est engagé et qu'on comprend que nous n'avons pas besoin de dilapider nos ressources, il faut seulement les mettre à la disposition des populations. Tout marchera à merveille. C'est tout le conseil que je puisse donner aux Africains. Monsieur le ministre, merci. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci. C'est moi qui vous remercie en tout cas de cette opportunité que vous nous donnez pour parler en tout cas aux Sénégalais, aux Africains et aussi à nos compatriotes qui sont des expatriés. D'accord. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.